Professeurs de trois universités montréalaises aujourd'hui avec nous qui vont nous parler de l'état de la zone euro et du futur de la zone euro. Et pour harmoniser, pour diriger ces gens, nous avons aussi M. Marc Lévesque qui sera le modérateur du panel. Je laisse le soin à M. Lévesque de présenter chacun des conférenciers et de dresser le tableau pour la conférence d'aujourd'hui. Mais avant, laissez-moi vous présenter M. Lévesque. M. Lévesque, vice-président économie et stratégie de marché chez Investissement PSP. Il possède 20 ans d'expérience en tant qu'économiste dans le secteur financier. Et avant d'occuper son poste actuel, il était chef de la stratégie économique chez TD Valeurs Mobilières, à Toronto. Il possède une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal et a fait ses études de PhD à l'Université de Chicago. À tous, bonne conférence. Monsieur. Et bonjour. Alors, je suis bien content d'être ici. Aux étudiants dans la classe, bienvenue. Vous voyez comment je suis habillé, c'est comme ça que vous allez être dans quelques années si vous allez dans le secteur privé. Alors, tenez-vous là pour dire, disons que ça détonne avec l'allure générale dans l'endroit. Alors, on va parler de la zone euro aujourd'hui, puis c'est toujours d'actualité malgré le fait qu'on dirait que les choses se sont calmées un peu. Disons que la crise de la zone euro dont on parle a commencé il y a 5 ans environ. Le rêve d'une Europe unifiée en a vraiment pris pour son rhume. On parle peu maintenant, par contre, du démantèlement de la zone euro à court terme. Ça semble relativement peu probable. Mais la question demeure quand même à savoir si la zone euro peut être viable à plus long terme. Et c'est plus qu'une simple crise des finances publiques. On entend souvent parler des problèmes des déficits budgétaires des gouvernements, de la dette souveraine des pays périphériques de la zone euro, des autres pays aussi. Mais en réalité, il y a des problèmes structurels énormes qui trouvent leur origine dans la création même de la devise commune à l'intérieur de ce qui n'est clairement pas une zone monétaire optimale. Alors, tous les économistes ici savent c'est quoi une zone monétaire optimale. L'Europe n'est pas une zone monétaire optimale et ça crée sa part de problème. Alors, ce dont il s'agit, en fait, c'est vraiment plus que n'importe quoi d'autre, une crise de compétitivité de balance des paiements qui trouve son reflet dans les finances publiques. Puis ça s'est manifesté de différentes façons d'un pays à l'autre, que ce soit le surendettement privé en Espagne, l'éclatement d'une bulle immobilière, le sauvetage bancaire du Anglo-Irish Bank, par exemple, en Irlande, qui a creusé le déficit public à un niveau absolument ahurissant de 30% du PIB, le déséquilibre des finances publiques au Portugal ou en Grèce. La Grèce a en plus réussi à cacher ça pendant des années. En fait, c'est le dévoilement de ces déficits cumulés-là qui est à l'origine de la première panique en 2009-2010. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment absolument rien de réglé à ce stade-ci. Il y a des réformes structurelles qui doivent être mises en place. La plupart des politiciens le savent. Par contre, ces réformes-là ne font pas l'unanimité. Sont soumis généralement à des intérêts politiques et économiques qui, à première vue, semblent absolument irréconciliables. Alors, les autorités ont réussi pour l'instant à désamorcer la crise, mais les progrès vers une solution à long terme sont incroyablement lents, sont incroyablement incertains. Alors, c'est quoi le côté positif de la chose? Bien, la BCE a quand même réussi à calmer les marchés depuis que la crise a éclaté en 2009. L'état de panique qui avait eu des écarts de taux obligataires et de l'assurance défaut des pays périphériques comme la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, explosé et maintenant résorbé. Mais pour en arriver là, il a vraiment fallu des mesures exceptionnelles à plusieurs niveaux. D'abord, des plans d'austérité sévères dans plusieurs pays qui ont laissé des séquelles importantes et qui n'ont toujours pas fini de suivre leur cours. L'aide aux États en difficulté de la part d'organismes internationaux comme le FMI, la Banque mondiale, et la panoplie de fonds créés au sein de la zone euro. Et là, il y en a des acronymes, des amis, le EFSF, le EFSM, le ESM, etc., etc. Des mesures de la part de la BCE pour améliorer la confiance des marchés, améliorer la liquidité au sein de ces marchés-là, et notamment la liquidité interbancaire, notamment les LTRO, dont l'objectif est de fournir justement davantage de liquidité au système bancaire, et les OMT, les Outright Monetary Transactions, qui permettent en théorie à la BCE d'acheter des obligations d'État de pays en difficulté, mais les conditions sont tellement restrictives qu'en fait, personne ne les a utilisées à date. Par contre, la BCE doit composer avec un carcan institutionnel qui ne lui permet pas d'adopter des mesures exceptionnelles comme l'ont fait la Fed, la Banque d'Angleterre ou la Banque du Japon. Et peut-être la mesure qui a eu le plus d'impact, je pense que ça en dit long, c'est un engagement verbal de la part de Mario Draghi, le patron de la BCE,
à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de la zone euro. Et c'est ça qui a vraiment éventuellement calmé les marchés. Alors, ces mesures-là ont vraiment eu pour effet de désamorcer la crise, d'éliminer ce que dans les marchés financiers on appelle les tail risks, les risques d'événements extrêmes, mais on fait vraiment très peu pour résoudre les vrais problèmes de la zone euro. Et entre-temps, les conséquences économiques et sociales ont été absolument dramatiques, surtout pour des pays de la périphérie. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, on parle de reprise économique après 6 trimestres de récession, mais la reprise est faible, inégale, fragile. Il y a toujours des pays de la périphérie qui sont en train de contracter. Et même la France a subi une contraction au 3e trimestre. Les banques font le ménage dans leur bilan. Alors, il y a une contraction du crédit, comme on l'en voit rarement, pire que ce qu'on a connu en 2009. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Je parle là du crédit bancaire. Et c'est particulièrement important parce que les entreprises non financières en Europe dépendent démesurément du crédit bancaire pour leurs besoins de financement comparé aux entreprises nord-américaines où il y a vraiment un marché d'obligations corporatives qui est beaucoup plus développé. Le taux de chômage pour la zone euro, dans son ensemble, est à 12 un sommet depuis la création de l'euro, dépasse 25 dans certains pays comme la Grèce et l'Espagne, et le chômage chez les jeunes atteint parfois le double. L'investissement des entreprises a chuté dramatiquement pendant la crise. Dans certains pays, l'investissement est à plus de 20 en dessous de son seuil atteint avant que la crise éclate. Il y a même sous-investissement en Allemagne, l'investissement en machinerie et matériel demeure en dessous de son niveau de pré-crise. Et là, ce dont tout le monde parle, c'est les risques de déflation. Il y a une désinflation continue dans les pays de la zone euro. Compte tenu de la capacité excédentaire qui va persister probablement en raison de la faiblesse de la reprise, la pression à la baisse sur les salaires, le risque de déflation est réel et attire de plus en plus l'attention des marchés. Donc, il y a des problèmes qui persistent, il n'y a rien de réglé, et le processus d'ajustement, lui, est incomplet, il est fragmentaire. La dévaluation interne qu'il y a eu dans les pays périphériques est en cours, mais il n'est pas terminé. Et là, le processus a été particulièrement pénible. Les salaires nominaux à la baisse dans plusieurs pays et l'amélioration de la productivité a eu lieu en réduisant dramatiquement l'emploi dans ces pays-là, comme je l'ai mentionné tantôt. Les déficits au compte courant s'améliorent, mais s'améliorent surtout à cause de la compression des importations, à cause de la faiblesse de la demande intérieure de ces pays-là. La situation des finances publiques demeure très précaire, les déficits ont diminué, mais les ratios dette-PIB ont à peine amélioré, s'ils sont améliorés du tout, étant donné justement la contraction de l'économie et la désinflation. Alors, vous avez un ratio dette-PIB, votre dette diminue, mais votre PIB diminue encore plus, et ça n'aide pas votre situation. L'ajustement des bilans bancaires continue, mais là aussi, la situation n'est pas entièrement réglée. Bref, en d'autres termes, il reste beaucoup de questions pour que beaucoup à faire pour que la zone euro reste fiable. Est-ce qu'elle peut survivre ou est-elle condamnée à se morceler? La Grèce, est-ce qu'elle va finir par quitter la zone euro? Quelle politique devrait être suivie? La BCE en a-t-elle fait assez? Les politiques d'austérité sont-elles appropriées ou aurait-on dû favoriser des politiques plus expansionnistes? Bref, la policy mix des dernières années, est-ce que ça a favorisé la sortie de crise ou non? Et comment arriver au degré d'intégration fiscale qui va être nécessaire à long terme? Donc, pour discuter de toutes ces questions-là, on a 3 conférenciers avec nous aujourd'hui. Les 3 conférenciers, donc Nicolas Vincent, qui est professeur à l'Institut d'économie appliquée du HEC Montréal, il a un PhD de la Northwestern University, donc ça c'est au nord de Chicago, et a obtenu sa maîtrise à l'Université Queen's, donc Nicolas qui est ici. Julien Penki est professeur adjoint au département des sciences économiques de l'Université de Montréal, il a un PhD de l'Université du Maryland, et il a obtenu sa maîtrise en Suisse à l'Université Sainte-Gallen. Et finalement, Ken Matsiorinis est professeur associé au 2e cycle de l'École d'éducation permanente de l'Université McGill et détient un PhD en économie de l'Université McGill. Donc, bienvenue, messieurs. Je pense qu'on peut commencer avec les commentaires de M. Vincent. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci aux organisateurs pour organiser ensemble. Donc, M. Lévesque a fait une très bonne description, je pense, de la situation. Pas grand-chose à rajouter. En effet, au fond, je me rappelle quand j'étais étudiant de bac, dans la deuxième moitié des années 90, il y avait toute la discussion autour de la zone euro, donc le fait qu'on allait s'en aller pour une monnaie unique. Et
et comme on en discutait tout à l'heure avec M. Lévesque, c'est intéressant de voir à quel point il y avait énormément de scepticisme, de pessimisme à l'intérieur de la profession académique et économique, au contraire de certains autres milieux. Beaucoup de personnes à ce moment-là, dans les années 90, des gens comme Krugman, des gens comme Rogoff, et ainsi de suite, étaient un peu inquiets, se demandaient à quel point cette zone monétaire pourrait fonctionner à long terme, comment elle serait capable de faire face au choc. Et donc, si on pense à la création de la zone euro, c'est vraiment comme une expérience unique, c'est un peu comme une expérience de laboratoire de certains côtés. Et donc, il y avait beaucoup d'inconnus, une bonne dose de scepticisme, et clairement, depuis quelques années, des développements assez pénibles. Maintenant, donc, comme ça a été mentionné, on est dans une situation d'accalmie, de stabilisation. C'est peut-être le bon moment, justement, où on devrait réfléchir aux problèmes profonds auxquels font face la zone euro, et donc les meilleures façons, donc les causes de ces problèmes-là, les conséquences, et aussi quelles sont les leçons qu'on peut retenir, et essayer de se dépêcher de faire quelque chose avant que ce soit trop tard, qu'un autre choc nous frappe. Et au bout du compte, la question à propos de la zone euro, c'est de savoir quels sont les problèmes structurels et est-ce qu'ils sont solides ou non. D'accord? Et donc, c'est un peu le but de la conférence, et je vais essayer de discuter de ça un peu. Donc, comme il a été touché, ce qui est toujours intéressant quand on parle de la zone euro, comme quand j'enseigne, par exemple, la macroéconomie, et que j'arrive au moment de discuter des problèmes dans la zone euro, c'est à quel point le public, le grand public, les commentateurs, les médias et ainsi de suite ont tendance à souvent le discuter dans le contexte fiscal. D'accord? Ce sont des problèmes fiscaux, ce sont des gouvernements qui ont trop dépensé, qui ne sont pas capables de balancer leurs livres, ainsi de suite. Et évidemment, bon, c'est très réductionniste, donc c'est vrai peut-être que pour certains pays comme la Grèce, on pourrait dire que c'est un pays qui a eu beaucoup de difficultés à balancer ses livres durant les années précédant la crise, mais ce n'est clairement pas le cas de l'Espagne. Regardez juste les headlines juste avant la crise à propos de la situation fiscale de l'Espagne, et c'était l'exemple à suivre de certains côtés, ou l'Irlande est l'autre exemple de ça. Donc la réalité, au fond, c'est que vraiment les problèmes fiscaux sont une conséquence de la crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse crise avait une baisse des revenus, une hausse des dépenses, et dans d'autres cas aussi le fait que la dette privée est devenue dette publique. Selon moi, au fond, les problèmes de la zone euro se sont manifestés dès le départ. Donc, quand on regarde un peu les données, on voit que dès le début des années 2000, on observe la création d'énormes déséquilibres. Donc, une situation où, si vous voulez, vous avez... premièrement, il faut comprendre que quand on arrive avec l'avènement de l'euro comme monnaie unique, si vous voulez, quand vous regardez l'évolution des taux d'intérêt dans la zone euro, c'est vraiment intéressant, on dirait une image miroir. Donc, vous aviez des taux d'intérêt qui étaient très disparates dans les années 90, qui tout d'un coup deviennent très similaires entre les pays de la zone, et de rendements similaires. Donc, on pense par exemple à l'écart de taux entre l'Espagne et l'Allemagne. En 1995, c'était environ 4 %. Par 2005, c'était rendu 0,1 %. Et ensuite, avec la crise, ça a augmenté. Donc, si vous voulez, les pays de la périphérie se sont ramassés avec une grosse baisse du taux d'intérêt auquel ils ont fait face, ce qui a amené en particulier une chute de l'épargne. Donc, on a vu dans les pays comme l'Espagne ou l'Irlande une chute de l'épargne privée, de l'épargne des ménages en particulier, une explosion de la dette privée dans la périphérie de la zone. Et tout ça, bien, évidemment, vous ramassez dans une situation, au fond, vous avez des pays qui ne produisent pas assez par rapport à la consommation interne, donc des déséquilibres du compte courant. Donc, des pays qui, au fond, se mettent à emprunter auprès d'autres pays. C'est intéressant de voir qu'au fond, durant la même période, quoique ça a commencé plus tôt, il y avait ces mêmes types de déséquilibres qui apparaissaient au niveau mondial entre la Chine et les États-Unis, mais pour des raisons différentes. Donc, c'est comme, au fond, on se rappellera probablement des années 90 et 2000 comme la période des grands déséquilibres. Et la zone euro en est un exemple, tout comme les États-Unis versus la Chine. Donc, quand on dit les conséquences, bien maintenant on sait, c'est comme un peu un château de cartes. Quand vous avez une montée de la dette comme ça, tout semble bien. Tant que tout va bien, on ne s'inquiète pas trop. On est capable de monter les châteaux de cartes, ainsi de suite. Puis tout d'un coup, boum! Un choc adverse, le vent contraire, le château de cartes s'écroule. Et ça amène, au fond, c'est cette espèce de montée de la dette à une fragilisation de la situation des ménages, de la situation des entreprises, du système bancaire, et ainsi de suite. Et avec, au bout du compte, la socialisation de la dette privée qui donc est apparue dans plusieurs pays. Et donc, une situation fiscale précaire. Maintenant, donc cette montée des déséquilibres est comme un peu
l'étincelle, si vous voulez, mais évidemment, les autres problèmes sont beaucoup plus structurels à propos de la zone euro. Comme M. Lévesque le mentionnait, c'est que vous avez beaucoup de rigidité. D'accord? Et c'est ça le creux du problème, de ce côté. Probablement, par définition, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des ajustements à travers le taux de change, c'est juste une monnaie unique. Vous avez aussi dans la zone euro un système, une situation où, bon, pas seulement les salaires sont rigides, mais il y a aussi beaucoup de limites de migration. D'accord? Donc, on s'attendrait dans une situation où une partie d'une zone va beaucoup mieux qu'une autre partie d'une zone, que, si vous voulez, les travailleurs se déplaceraient vers les parties qui vont mieux. C'est quelque chose qui, en Europe, pour des raisons tout à fait compréhensibles, soit de langue ou autres limitations, qui ne s'est pas vraiment passé. Les autres problèmes sont des problèmes plus de politique en tant que tel, c'est-à-dire que vous aviez, dans certains côtés, des politiques communes, alors qu'on aurait peut-être voulu être capable de faire des ajustements de politique au niveau national. Donc, on a la politique monétaire commune qui cause la difficulté à vraiment cibler des parties de la zone en particulier. Et au contraire, des politiques nationales, alors qu'une coordination aurait peut-être été plus intéressante, donc par exemple les politiques fiscales ou financières. Okay. Donc, évidemment, la zone euro n'est pas la seule zone monétaire, plein de zones monétaires. Le Canada est une zone monétaire, les États-Unis sont une zone monétaire, mais beaucoup de ces richesses sont moins présentes. Et en particulier, ce que vous avez dans ces zones-là, comme une zone comme le Canada aux États-Unis, c'est d'énormes transferts. D'accord? D'énormes transferts. Au Canada, bon, il y en a plusieurs, des très visibles comme la péréquation, d'autres moins visibles comme les systèmes fédéraux, des programmes sociaux fédéraux. Mais même aux États-Unis, par exemple, vous avez d'énormes transferts des parties du pays qui sont plus productives, qui sont Massachusetts par exemple, vers des parties qui sont moins productives, comme le Missouri ou l'Arkansas. Okay? Et ça, on ne le voit pas, mais c'est énorme. Et ce n'est pas quelque chose qui en Europe, oui, il y en a, mais c'est minuscule. Okay? Et donc, ça, si vous voulez, ce mécanisme d'ajustement n'a pas été présent et n'est toujours pas présent. Donc, dans tout ça, quel est le futur de la zone euro? Ayant grandi dans le monde académique, je suis naturellement très sceptique à propos de la possibilité de la zone euro d'être une zone monétaire optimale. J'étais très sceptique à propos de sa capacité de survivre au début de la crise, disons vers 2010 en particulier. Ma vision est que la zone euro, d'un certain côté, est trop fragile, est trop exposée aux chocs, elle est trop hétérogène. Donc, les pays, les régions font face à des chocs très différents. Elle est trop rigide, donc elle a de la difficulté à s'ajuster aux chocs, d'accord? Encore une fois, à travers à cause des éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure. Elle est trop nationaliste aussi. Et dans le sens que vous avez plusieurs personnes qui tirent la couverture de leur part. Et c'est parce qu'en problématique, quand vous êtes au lendemain ou en plein milieu d'une crise. Je mentionnais tout à l'heure M. Lévesque, mais en 2010, au moment où la Grèce semblait s'enfoncer complètement, j'enseignais à INSEAD, donc en France, à ce moment-là, et au MBA, et j'avais des étudiants de partout en Europe, des Français, des Italiens, des Britanniques, et ainsi de suite. C'était fascinant de voir à quel point leur vision de l'Europe, mais même leur vision générale du fonctionnement économique, de comment une économie devrait fonctionner, était totalement différente. Vous aviez des points de vue totalement différents. Et donc, quand je vois ça, c'est sûr que ce ne sont pas des choses qui vont disparaître à court terme. Donc, ces tensions-là, qui vont au-delà de l'économie, si vous voulez, au-delà de la structure même économique, me rendent un peu sceptique. Bon, ceci étant dit, il y a une amélioration contre la qualité la plus importante des économistes, selon moi, c'est être humble. Et je suis humble en disant que j'étais trop sceptique, j'étais trop pessimiste. Je pensais que la Grèce, par exemple, allait sortir de la zone euro, qu'elle serait sortie en 2014. Mais bon, comme ça a été mentionné, la BCE a réussi à stabiliser la situation. Mais, au bout du compte, on continue à avoir une dette privée très élevée, non pas seulement une dette publique, mais une dette privée très élevée. Vous avez des pays dont on entend beaucoup parler, ce temps-ci, comme l'Italie, par exemple, où vous avez quelque chose comme 30% de la dette corporative qui est détenue par des entreprises qui sont, au fond, qui ont des revenus qui ne sont pas assez élevés pour couvrir les paiements d'intérêt. Donc, c'est évidemment très inquiétant. Les troubles sont plus limités seulement à la périphérie. Vous avez, par exemple, les très hauts niveaux d'endettement privé aux Pays-Bas et les difficultés économiques, le marasme économique français qui ne semble pas s'améliorer. La BCE fait face aux problèmes de déflation, mais aussi fait face toujours à la difficulté d'avoir une espèce de politique monétaire bipolaire, un peu.
C'est-à-dire un jour on va dire ça, l'autre jour on va dire ça, parce qu'évidemment on fait face à des situations tellement différentes selon le point de la zone euro. Et oui, il y a des discussions d'union bancaire, et oui, l'union bancaire permettrait de minimiser, comment dire, les risques d'écroulement ou d'effets dominos dans le futur, sans nécessairement s'attaquer aux problèmes structurels, mais même l'union bancaire est loin d'être réalisée. Je veux le voir d'abord. Je pense que j'ai juste terminé là-dessus avant de passer la parole à mon collègue ici, mais bon, la première question, évidemment, la question, c'est de savoir comment est-ce que la zone euro va se comporter au prochain choc. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et la prochaine fois qu'il y a un choc, une grosse récession, quelque chose de sérieux, qu'est-ce qui va se passer? Tout dépend évidemment des réformes qui vont être mises en place. Jusqu'à ce moment, on n'en voit pas énormément. Mais il y a une chose que j'ai apprise dans tout ça, et encore une fois, je reviens un peu à mon expérience en Europe, c'est que oui, on est une association d'économistes ici, mais il faut juste aussi des fois se rappeler que le projet européen, et la zone euro en fait partie, va au-delà de l'économie. D'accord? Et qu'il y a un aspect politique là-dedans qui est très important et qui, d'un certain côté, peut-être explique pourquoi moi, en tant qu'économiste, j'étais si pessimiste et sceptique en 2010 que les choses allaient tenir le coup, mais qu'au bout du compte, en 2014, il semble d'un certain côté qu'il y ait une volonté, malgré les difficultés de voir des actions concrètes au niveau économique. Il y a des raisons. Il y a des raisons au-delà de l'économie qui tiennent cette zone euro ensemble et il faudrait peut-être prendre ça dans notre équation. Merci. Merci beaucoup, excellente présentation. Et le prochain conférencier est Julien, et M. Kenneth Mathiorinis de l'Université McGill, qui va nous parler de... Là, je suis tout fourré, là. Okay. Alors, bon, en fait, on va lui parler de la zone euro. Merci, Marc. Je pensais que j'étais le dernier conférencier, mais quand même, le remarque de Nicolas Vincent... Moi, j'aime ça quand les choses sont linéaires. Oui. Le remarque de Vincent sont très justes, très correctes. Je suis d'accord, Marc, vous avez donné un très bon aperçu du problème qui est en Europe couramment. Et puis, vous avez analysé le problème fondamentaux. Donc moi, je veux parler plutôt dans le perspective pour l'avenir. Je veux toucher au aspect politique que vous avez mentionné, mais aussi au aspect structurel du zone euro. Oui, il y a une calme présentement, mais ce calme cache un très grand problème. La rigidité, l'hétérogénéité de chaque pays, des institutions sont là, vraiment. Mais il y a deux problèmes. Premièrement, il y a un manque de vision dans le réseau de leaders de l'Europe, de leadership de pays européens. Il y a un manque de vision. Comme vous avez constaté, la vision de gens très spread out, c'est pas harmonisé encore. Il n'y a pas une convergence de vision. Et en même temps, il y a un manque de leadership. Quelqu'un, je crois qu'il est Jacques Delors, a dit que l'Union européenne est comme une bicyclette. Pour demeurer stable, il doit courir tout le temps. Donc, ça c'est vrai concernant le projet européen. Qu'est-ce qu'on voit est qu'après le Maastricht, l'introduction de l'euro, le projet européen est arrêté. Donc, on n'a eu aucune nouvelle démarche pour extender et profonder l'union. Donc, le système monétaire européen était toujours fragile, était toujours un expériment, un expériment. Donc, avec la crise mondiale de 2008, il a crassé. Donc nous avons le problème que nous avons vu en Europe déjà.
l'autre problème est que le système monétaire européen est très rigide, dont le problème est plutôt systémique que de problème de chaque pays. Parce que le système monétaire d'euro ne permet pas d'ajustement dans cette zone. Donc il y a vraiment une zone euro de deux vitesses. Le pays central qui sont beaucoup productifs et le pays de périphérie qui ne sont pas. Donc, où ça va l'affaire? Le pays périphérique, on a réglé la majorité de leur déséquilibre dans le commerce international. Maintenant, on a de balances courantes qui sont balancées. Le déficit sont diminués et diminuent toujours. Donc, il y a une semblance d'un retour à une stabilité. Mais l'économie a tombé beaucoup. La majorité des économies européennes, le produit intérieur brut, demeure encore plus bas qu'il était en 2008. Sauf l'Allemagne, l'Autriche, les Néderlande, on a passé le high de 2008. Donc, la majorité des pays, et la France, mais tous les autres pays, ils demeurent plus bas. Donc, sans une nouvelle relance, sans une nouvelle initiative, la zone euro ne peut pas marcher, ne peut pas accroître dans le futur. Il a besoin d'un accroissement de dépenses, de dépenses privées et d'investissement, qui ne va pas venir. Dans le pays de périphérie, le pays ne peut pas accroître les dépenses, donc ils sont dans une situation qui sont sans pétrole. On ne peut pas réduire leur économie. Donc, pour trouver des solutions, il faut faire des changements structurels. Premièrement, dans mon avis, il faut faire une union fiscale, parce que l'union monétaire qu'on a bâtie n'est pas viable à long terme sans une union fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le pays qu'on a, qui sont membres de zone euro, doivent unir leur dette souveraine, leur dette publique, et créer une dette commune. Comme on a fait avec le devis, on a créé un devis commun, on doit aussi, à l'autre part, faire une dette commune et commencer à faire des missions, des obligations d'État en euros qui sont gardées par tout le pays ensemble. En faisant ça, la psychologie du marché va améliorer beaucoup parce que le créancier de dette européenne aura beaucoup plus de confiance. Deuxièmement, il va permettre le taux d'intérêt de tomber encore plus, même pour un pays comme l'Allemagne. Et puis, on permettait l'euro de devenir comme le dollar américain, qui, depuis le Bretton Woods, les années 50, il était le monnaie mondiale de choix. Donc, présentement, l'euro, il sert comme un reserve asset pour les banques centraux, mais pas plus. Les entreprises ne veulent pas investir dans des actions ou des actifs qui sont en euros, comme on fait avec le dollar américain. Chaque fois qu'il y a une crise, l'argent coule vers les obligations d'État américaines. Donc, il faut réparer ça. Et puis, en même temps,
il faut faire progrès avec l'union bancaire. Parce que le marché bancaire, le marché de bons d'État en Europe, c'est très fragmenté. Donc, ça ne permet pas ce marché de développer. Et puis, il ne permet pas l'Europe de devenir une vraie économie unie. Donc, d'après moi, une des solutions est de trouver la volonté, la vision et la leadership de faire de changement politique. La solution de l'Europe, si l'euro va survivre en futur, la solution est dans le changement structurel qu'on peut faire seulement par les politiciens. Parce que moi, comme économiste, je trouve aucune solution économique pour les problèmes. La Grèce, maintenant, elle a équilibré sa balance de commerce externe. Il a balancé son budget. Cette année, en 2013, on a eu un surplus de 1 milliard d'euros. Mais il ne peut pas accroître parce qu'il manque de liquidité. Les banques, comme Marc a mentionné, ne donnent pas de prêts, il n'y a pas de crédit de donner. Et puis, la valeur d'euro demeure très haut, qui ne permet pas le pays, particulièrement du sud, de périphérie, d'augmenter leur exploitation. Dans toute cette affaire, l'Allemagne est gagnante parce que la périphérie permet de garder l'euro plus bas, à un niveau plus bas, qui donne un très grand avantage. Pour le pays de périphérie, ils ont besoin de l'euro plus bas, donc ils sont désavantagés dans ce système. Et puis, comme je l'ai dit avant, c'est un problème systémique, mais le faux n'est pas seulement à la côté des pays de périphérie, le faux aussi sur la côté des pays centraux. Parce que s'il y a un déficit à un côté, il devrait être un surplus à l'autre côté. Donc si l'Allemagne veut garder ce surplus commerciaux, elle doit accepter le déficit commercial d'autres pays dans l'Union. Et pour faire ça, on a besoin d'unir leurs dettes, faire sortir d'obligations euro commun, Eurobonds, faire un système de transfert interne, comme Nicolas mentionnait, comme nous avons ici au Canada, aux États-Unis, pour permettre le recyclage de fonds de pays du Nord aux pays du Sud, et finalement renforcer le système bancaire pour créer un vrai, uni, homogène système bancaire avec une agence d'assurance de dépôt pan-européenne dans toute la zone euro. Parce que si on spread, si on... Soit le risque, si on étale le risque dans toute la zone euro, il diminue le coût pour chaque banque et puis ça peut aider l'Europe de devenir plus forte, moins fragile. C'est tout. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Et notre dernier conférencier est Julien Benny qui va nous entretenir de la situation sous l'angle du secteur bancaire. Alors merci beaucoup à tous d'être ici, et merci aux organisateurs de m'avoir invité et d'avoir
organisé cet événement. Donc je vais effectivement concentrer mes remarques sur le processus en cours d'union bancaire dans la zone euro et en fait de façon plus générale dans l'Union européenne. Donc je vais juste vous donner un petit aperçu de mes remarques et puis ensuite j'irai un peu plus dans les détails. Donc le secteur bancaire, on le voit assez rarement dans le contexte de la crise européenne comme un élément qui est fondamentalement une cause de cette crise. Par contre, on le voit comme un catalyseur, d'une part, des déséquilibres qui se sont formés avant la crise, et puis comme un catalyseur aussi au moment de la crise. Donc il y a ces deux idées, l'idée que la structure actuelle et l'organisation actuelle du système bancaire européen ou des systèmes bancaires européens a contribué à la formation des équilibres dans la période entre 1999 et 2008. Et puis aussi l'idée que le fonctionnement et l'organisation du système bancaire européen a aussi contribué à la gravité de la crise et puis surtout à sa persistance, au fait qu'elle dure et qu'elle dure encore actuellement après 2008. Donc c'est un petit peu pour ça que les gens s'intéressent à une union bancaire, c'est un petit peu pour régler les problèmes que le secteur bancaire a pu causer aussi bien avant la crise que pendant la crise. Donc il y a cette idée que le système bancaire européen n'est pas adéquat. Donc je vais brièvement aussi parler des composantes principales de cette union bancaire qui est en cours, qui est en processus. Donc depuis le milieu de l'année 2012, il y a d'abord eu des propositions et puis ensuite c'est un petit peu concrétisé dans certains domaines. Mais les composantes principales du système de l'union bancaire européenne vont d'une part être un superviseur unique des banques, une surveillance unique des banques au niveau européen. Ça c'est la composante qui est la plus engagée et puis c'est celle qui est la plus vraisemblable d'aboutir. Ensuite, un deuxième élément important, et puis celui-ci c'est plus incertain s'il va voir le jour, ce serait un mécanisme unique de résolution des banques quand les banques font faillite. Il y a des autorités qui sont en charge de rendre cette faillite la moins coûteuse pour le reste du système bancaire et pour le reste de l'économie. Donc ces décisions et ce processus sont actuellement faites au niveau des États, des superviseurs nationaux. Et donc il y a l'idée de transférer ça à une autorité européenne qui aurait idéalement accès à un fonds européen et non pas à des fonds nationaux. Et puis le troisième élément, la troisième composante de l'union bancaire, ce serait la création d'un système d'assurance dépôt à l'échelle européenne. Ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus lointain en termes d'horizon, parce que ça implique de nouveau des transferts très importants entre les pays entre guillemets riches et les pays plus pauvres, les pays qui seraient les contributeurs à ces transferts et les pays qui en bénéficieraient. Donc, après avoir brièvement décrit ces différentes composantes, je vais terminer par expliquer de mon point de vue comment est-ce que cette union bancaire, si elle se réalise, devrait permettre d'une part de sortir plus rapidement de la crise dans laquelle la zone euro est actuellement, et d'autre part, comment est-ce que cette union bancaire devrait permettre aussi d'éviter, ou en tout cas de minimiser les chances de risque Donc, on a entendu plutôt aujourd'hui dans les remarques de Marc que la zone euro était très dépendante de son secteur bancaire. C'est parce que la structure est telle en Europe que les marchés des capitaux sont moins développés qu'en Amérique du Nord. Et donc, l'économie privée dépend énormément du système bancaire. Donc, dans la période entre la création de la zone euro et la crise financière internationale, 2007, 2008, 2009, il y a eu une intégration fulgurante, pas très bien contrôlée, des systèmes bancaires européens. Donc on a eu beaucoup de flux financiers entre les banques dans différents pays, notamment parce que la monnaie unique supprimait le risque de change. On a eu tout d'un coup une perception de la part des banques que leur marché devenait beaucoup plus large et puis beaucoup de flux financiers intermédiés principalement par les systèmes bancaires
le système bancaire a largement contribué à la formation des déséquilibres, on a entendu parler aujourd'hui, l'explosion de l'endettement, principalement privé. Donc, je suis aussi d'accord avec ce que Nicolas a dit. Dans la période qui a précédé la crise, on a, dans la plupart des pays périphériques, à part la Grèce, on a une dynamique de l'endettement public qui n'est pas particulièrement mauvaise, qui parfois est même positive. C'est plutôt les secteurs privés des économies en périphérie qui ont vu leur dette exploser. Et le système bancaire a largement contribué, les systèmes bancaires des pays du centre de la zone euro ont largement contribué à cette dynamique. Et alors pourquoi est-ce qu'ici une union bancaire aurait pu être utile? Quand une dynamique analogue se passe au niveau international, par exemple entre des pays développés, pays émergents, comme on le voit dans beaucoup de cycles économiques où les pays émergents reçoivent beaucoup de capitaux, et puis ça se termine par une crise de balance des paiements. Dans ces cas-là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus récemment, les pays en question ont la possibilité d'essayer de freiner ces flux de capitaux en imposant des contrôles de capitaux, en imposant aux banques, par exemple, des taux de réserve plus importants parce que les capitaux viennent de l'étranger, des choses comme ça. Et toutes ces mesures, elles n'étaient pas vraiment accessibles aux autorités nationales dans les pays en périphérie de la zone euro pendant cette période qui a précédé la crise, parce qu'elles devaient respecter le marché unique et parce qu'elles n'avaient pas la compétence pour freiner ces flux de capitaux. Ça, c'est quelque chose qu'en principe, l'union bancaire devrait pouvoir améliorer parce que l'union bancaire a une perspective globale à l'échelle du continent, puis elle pourra prendre en compte les constitutions de risque que des flux de capitaux qui seraient jugés excessifs pourraient constituer, non seulement pour les économies périphériques, mais aussi pour la zone euro dans son ensemble. Ça, c'est un petit peu un avantage de l'union bancaire en ce qui concerne la prévention des risques futurs, dans le sens où une autorité à l'échelle du continent sera mieux à même de prévenir les déséquilibres alimentés par le système bancaire. Ensuite, en ce qui concerne la crise et le rôle du système bancaire actuel, dans l'amplification de cette crise et dans la persistance de cette crise, il y a un lien qui pose un énorme problème actuellement en Europe entre le risque souverain et la fragilité du secteur bancaire. Donc, ce qui s'est passé suite à l'intégration fulgurante des systèmes bancaires européens dans les années 99 et 2008, c'est qu'au moment où la crise est arrivée, comme on a entendu un petit peu plus tôt, il y a eu une fragmentation, donc une renationalisation des systèmes bancaires. Les banques dans les pays périphériques qui avaient pris l'habitude de s'alimenter en fond par des banques dans les pays centraux ont vu leur source de financement s'assécher et elles se sont retrouvées avec beaucoup moins de sources de financement et avec des coûts de financement beaucoup plus élevés. Donc on a eu comme un retour en arrière. Donc, suite à la période d'intégration, c'était très facile pour les banques dans la périphérie de se financer à l'étranger à des taux très avantageux. Tout d'un coup, une renationalisation a repris sur ça des systèmes bancaires. Et puis, en plus de ça, un lien très fort entre les banques et leurs souverains. Pour deux raisons principales. Une des raisons, c'est que les banques, traditionnellement, détiennent beaucoup de dettes souveraines de leur pays de domicile. Donc les banques grecques tiennent énormément de dettes souveraines grecques, les banques espagnoles, beaucoup de dettes souveraines espagnoles. Donc quand on a une détérioration de la situation du souverain, de l'État, ça fragilise forcément les banques parce qu'elles ont des actifs qui sont bien toxiques sur leur pays. Le deuxième aspect qui fait qu'il y a un lien très étroit entre la santé des États et la santé des banques, c'est le fait que c'est les États qui sont au final toujours responsables pour un sauvetage potentiel des banques, et quand en principe il y a toujours des fonds qui sont disponibles dans un fonds de résolution pour les situations où il y a une ou deux banques, quelques banques qui font faillite, mais quand toutes les banques dans un pays font faillite, c'est toujours l'État qui est là en dernier. Donc quand on a un souverain qui est faible, qui a des ressources limitées, cette perspective de sauvetage des banques devient de moins en moins avantageuse pour les banques, et donc ça fragilise d'autant plus la situation, parce que les créditeurs potentiels de ces banques savent très bien que si jamais les banques grecques font faillite, il n'y aura personne derrière. En tout cas, l'État grec ne sera pas derrière pour les sauver. Donc, on a, à cause de ce lien très étroit entre les systèmes bancaires nationaux et
qui est que quand l'économie entre en récession, comme on l'a vu 2008-2009, les recettes fiscales pour l'État diminuent, ça fragilise la position fiscale du souverain. Cette fragilisation, elle rend les banques plus faibles, plus vulnérables. Ces banques vont diminuer leur alimentation en crédit dans l'économie parce qu'elles ont besoin de se financer pour pouvoir prêter. Et puis quand ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus coûteux pour elles de se financer, elles prêtent moins. L'économie bénéficie de moins de crédit. Et puis donc ça rend les perspectives de sortie de la récession encore plus difficiles, ce qui diminue encore plus les ressources du souverain parce que les rentrées fiscales ne repartent pas à la hausse. Donc on a comme un cercle vicieux qui se met en place. Et une des raisons d'être de cette union bancaire qui est en train de se mettre en place, ce serait justement de casser ce lien entre la santé du système bancaire et la santé du souverain, qui pose tant de problèmes et qui est probablement une des raisons principales pourquoi la crise de la zone euro dure aussi longtemps et aussi profonde dans les pays de la périphérie. Donc je ne sais pas combien de temps est-ce que... Peut-être 2 minutes. 2 minutes, très bien. Donc je vais rapidement parler des perspectives des perspectives de l'union bancaire et puis comment est-ce qu'une union bancaire est censée fixer, est censée régler ce dernier problème. Donc l'union bancaire devrait mettre en place un système de supervision à l'échelle du continent. Système de supervision, c'est probablement quelque chose qui sera mis en place dans l'année qui vient, avec des responsabilités importantes pour la Banque centrale européenne. Et puis donc pour attaquer ce premier problème de gestion des flux de capitaux dans une période de déséquilibre qui se forme, ça devrait donner à la Banque centrale européenne les capacités de gérer un petit peu mieux, de freiner les flux de capitaux. Si ceux-ci sont jugés menaçants ou posant des risques pour le futur de la zone euro. En ce qui concerne la sortie de crise actuelle, les perspectives sont passives. Donc en fait, tant qu'on n'a pas un mécanisme unique de résolution des banques, donc on n'a pas une assurance dépôt unique qui en fait renforcerait énormément la confiance dans les banques périphériques, il y a assez peu de raisons de penser que la santé des systèmes bancaires à la périphérie vont s'améliorer suffisamment pour permettre à ces économies de repartir. Donc on est censé, avec cette union bancaire, casser le lien entre le risque souverain et puis le risque du système bancaire. Et probablement sans les deux composantes, donc le fonds de résolution commun et puis l'assurance dépôt commun, ce sera difficile de casser ce lien parce que finalement, c'est ces deux composantes qui impliquent des transferts. Donc c'est très lié au fait que c'est ces composantes qui vont être plus difficiles à atteindre. Donc de façon générale, dans les discussions sur les réformes, l'Allemagne et les pays du centre sont en général en faveur de réformes qui augmentent le contrôle, qui augmentent la surveillance, qui augmentent la discipline. Par contre, ces pays qui sont en position de force dans les négociations sont plutôt réticents vis-à-vis des réformes qui augmentent le partage des risques, qui augmentent la solidarité financière. Donc la première partie de l'union bancaire, la surveillance commune, c'est quelque chose qui est acquis parce que ça rentre dans la catégorie d'augmenter le contrôle, d'augmenter la surveillance. Par contre, les deux autres composantes, le fonds de résolution commun et puis l'assurance dépôt commun, ça va plus dans la catégorie d'augmenter la solidarité financière, d'augmenter les transferts entre les régions riches et les régions pauvres. Ça, c'est quelque chose qui, pour ces raisons, a moins de chances de voir le jour, mais c'est d'après moi les éléments les plus importants pour une sortie de crise. Ok, merci. Effectivement, le temps est tout juste écoulé. Alors, je vais vous relancer un petit peu là-dessus, cette dernière question-là. Notamment, je pense que tout le monde ici est d'accord que ça prend une union fiscale pour accompagner l'union monétaire pour que la zone euro fonctionne. Je pense que tout le monde est d'accord que ça prend une union bancaire. Je pense que tout le monde est pas mal d'accord qu'il faut éventuellement trouver moyen de mutualiser la dette sous la forme d'eurobonds ou d'autres mécanismes. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les politiciens avancent à très très petits pas dans cette direction-là.
Là où il y a peut-être le plus de progrès qui a été fait, c'est pas sur l'union bancaire, et même ça c'est extrêmement lent. Et semer dans l'embûche, quant à l'union fiscale, il n'y a pas grand-chose de fait. Alors, ce qui semble se produire, c'est qu'il faut que les politiciens soient vraiment poussés au pied du gouffre. Et là, il y a une crise qui éclate, et à ce moment-là, quand la crise éclate, ils trouvent moyen de désamorcer temporairement la crise, ils font des petits pas, puis là, c'est le calme là, encore une fois, comme c'est presque le cas présentement. Alors, la question que je demanderais, c'est quelle est la probabilité, quelles sont les chances qu'on en arrive effectivement là, qu'on arrive en Europe à réaliser ce genre d'union bancaire, fiscale, mutualisation de la dette, qu'on pousse les choses aussi loin qu'il le faut. Et si on n'y arrive pas, quelles sont les conséquences? Est-ce que l'Europe se dirige vers une décennie ou 2 décennies à la japonaise? Est-ce qu'on va revivre l'expérience japonaise dans la zone euro cette fois-ci? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut embarquer sur ce terrain-là. Bon, mon point de vue personnel, à propos de la première partie de ta question, l'union bancaire, peut-être qu'on verra le jour, parce que, comment dire, je vais commencer par le fiscal. Je ne la vois pas. Je ne pense pas que ça puisse arriver, pas dans les 5-10 prochaines années. Et la raison principale, c'est parce que les gagnants et les perdants sont trop visibles. C'est trop transparent. C'est trop évident. En fait, c'est quelque chose qui aurait dû être fait en 2002, quand c'était pas encore clair exactement qui, en face d'une crise, recevrait les fonds. On est encore, au fond, d'un certain côté, on est encore dans la crise. Même quand on va vraiment en être sorti, la mémoire de la crise va être trop fraîche. Je ne vois pas ça. J'aimerais être... J'espère que j'ai tort, mais pour l'union bancaire, encore une fois, en utilisant la même logique, certaines choses sont faisables. Je pense que même l'idée d'avoir un espèce de système de résolution centralisé, ainsi de suite, je pense que ça, c'est faisable, encore une fois, parce que les perdants et les gagnants sont peut-être un petit peu moins évidents. D'accord? Ils sentent maintenant, quand on regarde il y a 2-3 ans, ce serait qui, là, les gagnants et les perdants, mais dans le futur, c'est peut-être moins transparent. Et je pense que c'est ça le problème d'un certain côté. C'est encore une fois à cause de cette tension, ce côté plus national. Hein, c'est l'importance des gouvernements nationaux, des identités nationales. Les solutions, comme a été mentionné, devraient être politiques, mais elles ne peuvent être que technocratiques. Parce que elles sont moins visibles quand il y a des technocrates. Elles sont moins, elles font moins les manchettes, elles font moins dire ah c'est les Allemands qui paient pour les Grecs ou les donc dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle j'ai des doutes un peu. J'ai vraiment des doutes parce que les vraies solutions, les besoins d'unir ces économies-là à un niveau plus profond demandent des réformes qui, je ne vois pas comment c'est possible de les vendre à une majorité de pays dans la zone. Si je pourrais ajouter à ce que Nicolas a dit, je suis d'accord avec votre avis, que ça va, d'après moi, dans mon avis, ça va prendre beaucoup de temps, peut-être pas 20 ans, mais je crois qu'on aura une nouvelle crise avant que le politicien trouve la volonté de faire quelque chose d'effectif pour résoudre le problème. Donc, je pense que nous sommes dans une période de calme entre 2 tempêtes, et puis on attend la deuxième grande tempête, la deuxième crise, qui finalement va juger le fait de cette affaire. Entre-temps, les gens en Europe deviennent plus et plus pessimistes et plus disaffranchis avec le projet européen. En mai, dans le mai prochain, dans quelques 3 mois, on va avoir les élections européennes. Et puis, je crois que la réponse de périphérie sera beaucoup plus différente que la réponse de
pays central. Donc on va avoir beaucoup de retombées politiques. Donc la crise d'Europe, de la zone euro n'a pas fini. Donc on attend la deuxième vague. Ouais, je vais juste rajouter quelque part, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites et avec lesquelles je suis d'accord. Donc je suis tout aussi pessimiste en ce qui concerne la réalisation de l'union fiscale et de l'union bancaire, en tout cas à court terme. En fait, pour deux raisons. Une qui serait même pas plus à long terme, c'est cette discrépance entre l'horizon des politiques et l'horizon de la zone euro, en tout cas. On a besoin de gens qui prennent des décisions qui sont avantageuses pour leur économie nationale et pour le continent à long terme, vraiment. Mais ces gens-là, ils sont élus pour quelques années, et puis donc ils ont pas intérêt à payer des coûts très élevés au niveau politique, en échange de bénéfices qui vont pas retomber uniquement sur eux, qui vont retomber sur leur successeurs aussi. Donc là, je suis un petit peu pessimiste à ce niveau-là. Et puis une autre raison, par contre, à court terme, je pense que ça va être difficile de faire ces réformes. C'est une question de position de force. Donc ça rejoint beaucoup ce que Nicolas a dit vis-à-vis de la clarté de qui est-ce qui gagnerait et qui est-ce qui perdrait. Je pense qu'on est dans une situation actuelle où il y a des déséquilibres très importants dans les positions de force, dans les pouvoirs de négociation entre les différents États. Il y a clairement des États comme l'Allemagne qui sont bien meilleure santé, qui alimentent, qui nourrissent d'autres pays. Et puis, je vois assez difficilement dans une situation où il y a eu un tel déséquilibre dans les négociations, des décisions qui peuvent être prises à l'avantage de la zone euro dans son ensemble. Donc je pense qu'il va falloir attendre aussi que les économies de la périphérie se sortent de la crise, qu'elles soient en meilleure santé pour arriver à une situation de négociation où il y a plus d'équilibre. On sera dans une situation où ce sera moins clair qu'est-ce qui gagne, qu'est-ce qui perd, et puis il y aura aussi des forces qui seront des rapports de force qui auront peut-être changé. C'est un petit peu ma perspective là-dessus. Et puis ensuite une chose qui me rend un petit peu aussi pessimiste, c'est que ça rejoint la proximité de ces élections européennes. Dans beaucoup de pays, y compris la France, en Europe, il y a une montée importante du sentiment anti-européen, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et puis, on verra le résultat des élections européennes, mais j'ai vraiment peur que ces résultats soient défavorables au projet européen. Parce qu'il y a de plus en plus de partis qui sont maintenant clairement contre une intégration plus poussée des sociétés et des économies européennes. Donc, suivant la direction que les électeurs voudront donner à leurs politiciens, il se peut qu'on arrive dans une période où il peut y avoir une intégration plus poussée ou carrément des intégrations. Donc ça, c'est vraiment dramatique, mais je ne pense pas qu'on peut l'exclure. Bon, c'est un des rares endroits où je me ramasse, les gens sont aussi pessimistes que je le suis sur l'Europe. Parce qu'on ne voit pas ça sur les marchés financiers, les gens semblent aller beaucoup moins négatifs. Et on le voit d'ailleurs dans le comportement des marchés. Mais ceci étant dit, je pense que la deuxième grande question qui se pose, étant donné que tout le monde s'entend être extrêmement difficile, extrêmement long, c'est à relativement court terme, ou à plus court terme, quelles sont les politiques qui devraient être mises en place. À la fois sur le plan monétaire, je pense qu'il y a des gens maintenant qui argumentent de manière assez convaincante. Je crois que la BCE n'en fait pas assez, il devrait en faire plus. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a un débat courant à savoir est-ce que l'austérité fonctionne en Europe présentement. C'est clair qu'on n'a absolument pas réduit les ratios dette PIB, donc le problème demeure aussi sérieux qu'il était parce que ces politiques-là ont contribué aux difficultés économiques que connaissent les pays périphériques notamment. Donc, est-ce que la solution, comme le dirait Paul Krugman, par exemple, c'est justement faire l'inverse? C'est pas d'avoir une politique d'austérité, mais d'avoir des politiques fiscales expansionnistes. Et comme question de bonus, pourquoi la politique d'austérité a-t-elle fonctionné en Irlande et ne semble pas fonctionner ailleurs? Alors, s'il y a des gens qui veulent essayer de répondre à ces questions-là, donner leur avis là-dessus. Et la dernière, c'est le bonus, vraiment, parce que moi, je n'ai pas la réponse.
Le dette privée en Irlande est trop élevée encore, demeure très élevée. Et puis l'Irlande dépend beaucoup aux investissements étrangers, des fixes, for direct investment. Et puis le système qu'on a implanté de taux d'imposition fiscaux très bas pour attirer l'entreprise étrangère, les Zélandais veulent garder. Donc, la population n'est pas assez grande, et puis il y a une apparence qu'ils sont, comme les Anglais, ils sont plus rationnels et plus en contrôle de leurs problèmes. Donc c'est plutôt la perception que la réalité. Mais le problème demeure très grand en Irlande. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'Irlande. Je pense que c'est un peu... c'est-à-dire les flux semblent bien fonctionner, là, mais le stock de la dette, c'est énorme. Donc, attendons un peu avant de voir comment ça se passe. Je pense que Marc a tout à fait raison. Là, au niveau de la politique monétaire, on n'a pas le choix. C'est clair que ça va demeurer très expansionniste pendant longtemps. Il n'y a pas de doute. Je ne vois pas d'autres options ici. Et je ne sais pas comment répondre à cette question-là. Est-ce que les politiques d'austérité ont plus de temps? Je suis loin d'être un anti-austérité, mais il faut bien arrêter qu'en ce moment, le problème principalement prendre une croissance. C'est le dénominateur qui a un problème, plus que le numérateur. Donc, il va falloir trouver une façon, soit à travers des réformes structurelles, soit à travers une dévaluation. Les effets de dévaluation interne qui sont très, très pénibles, mais bon, espérons qu'à un moment donné, quand tu tombes tellement bas, il faut que tu rebondisses. Mais c'est le dénominateur. Il faut trouver une façon de faire augmenter les effets. Je suis peut-être perspective. C'est d'accord. C'est brièvement. Je te donne d'accord par rapport à l'austérité. Je pense qu'une des choses qui fait que cette austérité, elle peut paraître pas très productive, c'est qu'on a une austérité à l'échelle du continent. Donc, on a non seulement l'austérité dans les pays en question, mais aussi l'austérité ailleurs. Et puis, si c'est des pays qui exportaient beaucoup avant la crise dans le reste du continent, et donc c'est difficile. C'est aussi qui fait juste que ça prend beaucoup plus de temps de s'en sortir quand on est tous en train de faire la contraction de la demande. Et puis ça rejoint peut-être aussi un petit peu pourquoi est-ce que ça fonctionne mieux en Irlande que dans les pays du sud de l'Europe. Je ne suis pas non plus un expert sur l'économie irlandaise, mais il me semble qu'il y a une économie plus diversifiée que dans les pays du sud de l'Europe, qui dépendent énormément du tourisme, et puis notamment du tourisme européen. Donc au Portugal, en Espagne, en Grèce, une partie importante du pays qui provient du tourisme. Puis qu'on a une crise à l'échelle européenne, il y a forcément moins de demande pour le tourisme. Donc je me demande s'il n'y a pas une différence de structure d'économie entre l'Irlande et puis les économies du sud de l'Europe qui font qu'il y a une différence. Par rapport à la politique expansionniste de la Banque centrale européenne, je vais juste revenir sur la question du système bancaire. Cette politique expansionniste, elle est quasiment pas transmise dans les pays périphériques. Donc on voit qu'au même moment que la BCE diminue ses taux, on a parfois des augmentations de taux effectifs pour les firmes et pour les ménages dans les pays de la périphérie. Pourquoi? Parce que les systèmes bancaires de ces pays est en tellement mauvaise santé que ce n'est pas parce que la BCE diminue ses taux que ces banques peuvent offrir des meilleurs taux aux ménages. Donc on a, je pense, comme une cassure dans la transmission de la politique monétaire dans les pays périphériques parce que leur système bancaire est en très très mauvaise santé. C'est quelque chose qui fait que c'est d'autant plus difficile pour ces pays sortir de la récession parce qu'en fait ils ne bénéficient pas, ou ils bénéficient très très peu des politiques expansionnistes de la BCE. Et bon, merci. Je pense que le temps est pas mal écoulé pour ce qui est de la conférence. Il reste 15 minutes pour des questions dans la salle, s'il y a des questions. Alors, Guillaume? Deux composantes. Premièrement, je suis surpris de ne pas avoir entendu parler de l'idée de créer une inflation plus normale qu'à l'habitude pour s'attaquer aux problèmes structurels dans les pays de la périphérie. Je sais que l'Allemagne est allergique à l'idée, mais
si je me souviens bien, c'est ce qui avait amené Paul Krugman à dire que c'est maintenant l'Allemagne qui porte la responsabilité de la crise parce qu'ils refusent les politiques qui pourraient, à moyen terme, être les plus efficaces. Deuxièmement, sur la question d'une union de la dette, il me semble que pour fonctionner, ça demanderait aussi une union politique, un gouvernement, peut-être pas un gouvernement unique, mais un gouvernement central très fort pour s'assurer que l'union de la dette ne se retrouve pas à garantir des politiques fiscales irresponsables dans d'autres pays. Alors, il faudrait qu'il y ait au moins, au niveau fiscal, un contrôle serré et peut-être au niveau de d'autres politiques économiques. Alors, voir ça se produire, pour moi, c'est pas une question de 10 ans, c'est un horizon beaucoup plus loin encore. Donc, Vous pouvez peut-être répéter la question pour faire un peu plus de ça? Oh boy! C'était donc celle-là. Bon, la première partie, c'était... OK, en tout cas, essentiellement, il veut savoir pourquoi est-ce que les pays ne sont pas capables de mettre en place des mécanismes d'union fiscale. Essentiellement, ça revient à ça. La question était très longue, je ne peux pas complètement la répéter. Là. Mais tu avais une première partie. La première partie, c'est l'hyperinflation. Ben, pas hyperinflation, mais. Ah, OK. Pourquoi est-ce que les pays ne font pas davantage pour créer de l'inflation, justement? Parce que, évidemment, ça serait une façon de dégonfler la dette. Là. Ce serait de, comme ils disent en anglais, inflated away. Alors, si j'interprète bien tes propos. Là. Alors, aussi diminuer les salaires plus facilement. Et diminuer les salaires plus facilement, les salaires réels, en fait, plus facilement aussi. Alors, c'était ça sa question. Je pense que c'est la question pour l'inflation, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question intéressante. C'est quelque chose sur laquelle on peut se pencher, mais en ce moment, c'est juste théorique. Parce que même s'ils voulaient le faire, ils ne seraient pas capables. C'est pas une question en ce moment de dire, notre cible, si on l'a changé de 2 à 4 tout d'un coup, on verrait l'inflation monter. Non, non, il y a un excès de demande, il y a un excès d'offres très fort. Je pense qu'il y a deux parties. Il y a la partie de définir c'est quoi ta politique monétaire à plus long terme. Peut-être que oui, en effet, avoir une cible d'inflation plus élevée, donner plus de marge de manœuvre en termes de politique monétaire pour faire face à des chocs futurs, aussi permettre peut-être la baisse des salaires réels plus rapidement. Mais je pense pas qu'en ce moment ce soit le central. On est clairement en dessous de la cible, même de la cible des Allemands. donc, je vois pas ça comme un... C'est pour ça que je pense que ça n'a pas été vraiment mentionné par nous. Je n'ai pas l'impression que c'est un point pour nous. Je trouve juste qu'on est pas mal en dessous de la cible, malgré une politique qui est quand même très expansionniste. On a un taux directeur à 0,25%, on peut difficilement aller beaucoup plus bas. Et puis on a vu aux États-Unis que même quand on allait jusqu'à 0, et puis qu'en plus de ça, on avait une quantité d'easing, ça ne poussait pas l'inflation en fait, très rapidement, très haut. En fait, je pense aussi que les capacités sont très limitées de ce côté-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas trop Je peux aussi ajouter que le mandat de la Banque centrale européenne ne permet pas la création de monnaie. Donc, un parti de la résolution du problème comprend cette affaire que le mandat de la Banque centrale doit être changé pour permettre la création de monnaie, comme dans tous les pays, les États-Unis, le Canada. Parler du quantitative easing. Pardon? Parler du quantitative easing, c'est ça? Oui. Même si, et ça peut créer des anticipations inflationnistes qui va permettre l'augmentation de l'inflation. Mais comme il est présentement, comme Nicolas a répondu, même si la Banque centrale veut augmenter le taux d'inflation, on ne peut pas faire. Actuellement, le problème de la zone euro maintenant, c'est l'inflation. Parce que le taux d'inflation a tombé à 0,7%. En Grèce et autres pays de toute périphérie, il est maintenant il y a une déflation, un taux d'inflation de 1,7%. Donc, et puis cette tendance déflationniste continue. Donc, les zones euro sont plus en plus comme le Japon des années 90. Donc ça, c'est un très grand risque que le marché, on n'a pas
pris, they didn't have noticed. On n'a pas reconnu encore parce que ils sont contents qu'il y a eu calme après 2-3 ans de stress. Mais à un moment donné, aussitôt que le taux d'intérêt aux États-Unis commence à augmenter, le problème en Europe deviendra beaucoup plus visible. Concernant votre deuxième partie de vos questions sur l'union fiscale, oui, une entente entre le Nord et le Sud, entre l'Allemagne et les autres pays de périphérie, que en mutualisant le dette d'État, c'est-à-dire qu'aucun pays maintenant peut emprunter à l'extérieur, faire des émissions des obligations sans la permission d'une agence, une trésorerie centrale. Donc, ça, c'est une des conditions pour avoir une union fiscale. Le deuxième est que en répartissant le coût d'intérêt de bons, des obligations communes européennes, le pays avec de leviers de dette plus élevés, comme la Grèce et l'Italie, doivent contribuer un plus grand pourcentage de coûts communs d'intérêt sur ces obligations que le pays qui sont de leviers d'endettement plus bas. Donc, ça, c'est une affaire dans la famille, de régler, de la famille européenne. Ce n'est pas une affaire pour être réglée à l'extérieur. Donc, c'est ça le problème, la mal décision que l'Allemagne, Mme Merkel, a fait en 2008. Elle a pris la position que chaque pays devrait être responsable pour ses banques, que ce n'est pas un problème commun, mais national. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, j'entends. Et avoir 2 zones euro. C'est Julien de parler des marchés financiers. Pour les 2 zones euro, c'est vrai que ça semble intéressant en théorie, mais je pense que c'est de plus en plus difficile de faire cette distinction. Et du moment qu'on n'est plus capable de faire cette distinction entre dire voici la zone euro A et la zone euro B, du moment qu'on n'a plus vraiment autant d'homogénéité dans la zone A et dans la zone B, tu te poses la question, oui, mais un pays qui, entre les deux, qui se ramasse dans la zone A, est-ce que c'est possible qu'il éventuellement devienne une zone C? C'est toujours ça le problème. C'est pour ça, d'un certain côté, qu'il ne fallait pas laisser partir la Grèce. Parce qu'après la Grèce, c'est qui? C'est le Portugal. Après le Portugal, c'est qui? C'est l'Espagne. Après l'Espagne, c'est qui? C'est l'Italie. Donc, au fond, c'est un peu la même situation. C'est-à-dire que là, tu te dis, bon, je vais mettre le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ensemble, et puis après ça, on va mettre l'Allemagne, la France et l'Irlande. Et là, quelqu'un va dire, ah oui, mais la France, ouais, peut-être, c'est pas la Hollande, oui, mais peut-être privé élevé. Et si, au fond, et qu'est-ce qu'ils vont dire dans 5 ans? Est-ce qu'ils vont pas dire que la Hollande et d'autres vont sortir? Et les pays de l'Est de l'Europe, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que c'est très difficile. Je pense qu'à moins qu'on soit forcé de le faire par les marchés, que c'est des sorties forcées de la zone euro, et je ne vois pas comment c'est possible de le faire de manière ordonnée. Bon.
j'ai peut-être pas beaucoup d'imagination. C'est malheureusement rarement une question d'imagination. Julien? Alors ouais, c'est une question de développement du marché des capitaux, donc c'est certainement quelque chose qu'on aimerait bien voir se passer. C'est sûr que la situation serait moins pire dans la périphérie, même dans la zone euro en général. Aujourd'hui, si les marchés des capitaux étaient plus développés, si les entreprises pouvaient se financer plus facilement à travers ces marchés. Mais je vois ça difficilement comme quelque chose qui peut être contrôlé surtout à court terme par des États, qui peut être mis en place comme ça. Je pense que c'est des processus qui se déroulent à très long terme et c'est probablement un des développements qui est attendu si l'union bancaire se fait. Il y aura probablement des développements sur les marchés bancaires européens comme une concentration et probablement beaucoup de banques qui vont disparaître parce que si on intègre vraiment le marché bancaire, tous les marchés bancaires européens sérieusement, ça va augmenter le niveau de concurrence sur ce marché. Donc ça va probablement changer la structure du marché et il se peut qu'en parallèle on voit aussi un développement des marchés des capitaux. Mais je vois difficilement ça comme un processus qui peut être contrôlé, qui peut être imposé par les États et par les institutions. OK, on a le temps pour une dernière question. La Lettonie a joint la zone euro en janvier, et puis la Lituanie joindra en janvier prochain. Bon, on s'entend que c'est des petits pays qui n'ont pas tellement de poids, mais je pensais à la Pologne qui doit légalement se joindre à l'euro. Devrait-on accélérer le processus pour aller plus rapidement à la deuxième crise dont vous parliez, ou son poids pourrait... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la Pologne puis son avenue future dans la zone? Puis les autres aussi qui sont là légalement, qui viendront? Ah non, c'est une très bonne question. Mon Dieu. Non, je pense que c'est une très bonne question. Un des gros problèmes, d'accord, c'est qu'avec l'arrivée de l'euro, des pays très disparates, au fond, il y a une espèce de convergence de la demande sans avoir une convergence de la productivité. C'est ça qui s'est passé, ça a amené des déséquilibres. L'arrivée dans la zone euro de la Pologne, c'est un pays significatif. Donc, c'est pas, quand vous parlez de Lettonie, je me dis, bon, OK, ça va être correct, mais la Pologne, c'est bien gros. C'est des pays qui convergent relativement rapidement, donc selon certains angles, mais c'est vrai que leur arrivée, moi, ce qui m'inquiète un peu, je suis des fois un peu la Pologne comme ça, c'est qu'il y a aussi une croissance de la demande qui est quand même assez rapide par rapport à d'autres côtés de production, là, et c'est ça, c'est vrai qu'on va s'accélérer. Il va y avoir, à un moment donné, il va falloir dire, OK, on arrête. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, mais il est un petit peu tard pour la Pologne, je pense, donc il va falloir vivre avec, mais... Oui, c'est une des autres raisons d'être un petit peu sceptique par rapport à la santé de la zone euro en allant de l'avant, c'est que non seulement on essaie de régler des problèmes avec les pays qui en font partie en ce moment, mais là, en plus, vraiment avec d'autres pays qui sont au fond, c'est vraiment des économies convergentes en ce moment, d'accord, encore, et qui ont des structures, bon, voilà que c'était possible, il y a quand même des structures économiques différentes. Donc, ouais, ça se rajoute. Je ne se trouve déprimé, mais ça se rajoute. La pile des choses qui sont des défis à venir. Yannick, ta question? Est-ce que vous voyez une probabilité assez élevée que la BCE pourrait casser le lien entre les banques et les souverains, prendre du risque sur son bilan en prenant des actifs bancaires sur son bilan, parce que la structure, c'est pas bien le marché financier, c'est pas le bancaire. Si la BCE prenait du risque sur son bilan, est-ce qu'elle ne désengagerait pas le système bancaire et donc améliorerait la croissance et peut-être même l'inflation? Est-ce que vous voyez ça comme une possibilité?
je crois que la réponse du Banque centrale européenne, si la crise renouvelle, sera ça. Je crois que les États-Unis ont essayé cette utile et le marché, dont la Banque centrale va faire la même chose. Actuellement, la Banque centrale a déjà fait ça l'année passée, en 2012. Il a augmenté beaucoup et il a acheté beaucoup d'actifs pour accroître la liquidité. Malheureusement, la Banque centrale a changé ses politiques et puis le vendu. Et maintenant, les banques nationaux augmentent leur position de l'achat des obligations de dette d'États nationaux qui renforce le risque souverain bancaire qui met les banques dans une position plus fragile qu'avant la crise. En Grèce, par exemple, le banque on a perdu à cause du dette du souverain. Mais maintenant, beaucoup de dettes étaient transférées des investisseurs internationaux aux banques nationaux. Donc, il y a une plus grande concentration de dettes souveraines dans les banques de la périphérie qui fait la situation encore plus qui augmente le risque. Ma question, c'était sur les prêts bancaires, pas les obligations des gouvernements. Étant donné qu'il y a le refus des actifs des banques par la BCE, est-ce que la Banque centrale ne pourrait pas prendre du risque sous forme de loans de prêts? Pas d'obligations sur prêts. C'est toutes les options qui sont possibles. Je pense que c'est pas du tout impossible, mais je pense qu'il faut faire la distinction entre, puis ça c'est quelque chose qui est revenu souvent dans nos discussions aussi, mais il faut faire la distinction entre ce qui est de comment réagir à une crise, d'accord, et comment régler les problèmes à plus long terme. De certain côté, moi je suis passé de quelqu'un qui était sceptique pour le court terme de l'Europe, mais relativement optimiste pour le long terme de ce qui resterait de l'Europe, de la zone euro, à quelqu'un qui était plus optimiste par rapport au court terme de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on est toujours comme au bord du gouffre et on trouve une façon de se repousser vers l'arrière. Okay? Et ça, c'est une autre façon de le faire. Une autre crise, oui, je suis d'accord. Je ne serais pas du tout surpris que ce soit une avenue qu'on dirait. Mais la raison pour laquelle ça m'amène à être pessimiste par rapport au long terme, c'est que ça, si vous voulez, ça repousse un peu la nécessité, l'urgence de faire des réformes long terme. Donc, si vous avez quelqu'un qui est dans les marchés financiers, qui est inquiète des problèmes, tout s'écroule à court terme, ouais, j'ai l'impression que les marchés financiers ont clairement compris qu'il y a une certaine volonté d'éviter le gouffre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, puis qu'à un moment donné, on ne va pas être poussé dedans. Et sur ce ton optimiste. Alors, merci beaucoup. On va accueillir des questions. On n'a plus le temps. Merci à tous d'avoir été ici parce que j'aime la non-linéarité. Merci M. Mascarenis, Lévesque, Benguy et Vincent d'avoir été avec nous. Un panel d'académiciens qui n'ont pas de stock ou de devises à trader qui nous dresse un portrait bien sombre de l'état de la zone euro. Merci d'avoir été avec nous. J'espère qu'on va vous revoir à l'association. Et pour tout le monde, on a une autre activité le 19 mars prochain. Je pense que c'est sur la politique agroalimentaire du Québec et on va parler de gestion de l'offre comme on l'aime. Alors, merci beaucoup.